Bonsoir. La politique peut se montrer violente. C'est le constat que tirait récemment l'ancien échevin namurois écolo Arnaud Gavrois. Après 12 années passées à l'échevinat de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de la citadelle et de la régie foncière, à l'issue du scrutin d'octobre dernier, suite à un score personnel en demi-teinte, le parti écolo ne l'a pas reconduit dans ses fonctions. Le 3 décembre, Arnaud Gavrois a donc prêté serment en tant que conseiller communal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple. Bonsoir Arnaud Gavrois. Bonsoir. Au lendemain de votre éviction, vous avez déclaré à nos confrères de l'Avenir que vous vous sentiez à la fois triste, que vous ne compreniez pas trop la situation. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Vous avez avalé la couleuvre? Il faut aller de l'avant. Maintenant, moi j'essaye toujours de donner du sens à ce que je fais ou de comprendre. Et j'ai du mal à trouver vraiment le sens de cette décision. Pourquoi? Parce que au fond, en politique, qu'est-ce qu'on demande? On demande à un moment donné de traduire un idéal, de traduire un projet de société et de faire du concret, de réussir à faire avancer votre ville, votre pays, que sais-je, l'Europe, pour les députés européens. Et j'avais l'impression qu'on avait vraiment bien travaillé, et que j'avais bien travaillé pendant 12 ans, et que j'avais fait la politique de mon parti. Il y a 12 ans, quand j'arrive, une de mes premières préoccupations, c'est d'arrêter un peu cette spéculation immobilière, ce mur de l'argent qui construit n'importe où, fait n'importe quoi, au détriment du voisinage, mais au détriment aussi de la ville elle-même, parce qu'on n'arrêtait pas de s'étaler dans l'étalement urbain, et ça nous posait quand même des problèmes d'une ville à deux vitesses, avec des gens qui restent près du centre ou dans les quartiers près du centre, et puis des gens qui peuvent partir, compliquer les dépenses communales. Il y avait un emballement urbain qu'il fallait maîtriser, faire une ville plus durable. Je l'ai fait, j'ai pris le mur de l'argent de la promotion vraiment en face. On va en parler. Mais en même temps, bon voilà, à un moment donné, il y a des élections, il y a des citoyens aussi, il y a des militants écologistes qui votent, et vous ne faites pas partie, en tout cas, des grands vainqueurs au sein même du groupe écolo. Donc est-ce qu'il n'y avait pas en même temps voilà, une décision qui était un peu logique par rapport à ce qu'a décidé le citoyen, qui a finalement toujours raison dans ce processus? Mais ça dépend évidemment comment on le prend. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui un score électoral? C'est un plébiscite. Est-ce que c'est pour ça que c'est une récompense, ou en tout cas une manière de mesurer réellement le bilan que vous avez? Si vous vous occupez de certains dossiers qui sont très rentables électoralement, ben, ça vous rapporte. Si vous vous occupez de dossiers d'intérêt beaucoup plus général, où on ne sait pas que c'est vous qui est à la manœuvre, les électeurs ne vous récompensent pas, entre guillemets. Donc vous voulez dire qu'au sein du parti écolo, il n'aurait pas fallu utiliser juste le critère du nombre de voix pour attribuer... On ne l'a pas utilisé. Ça n'a jamais été comme ça au sein du parti écolo, parce que sinon alors c'est le vedettariat, c'est la campagne personnelle, c'est une campagne plus collective, et donc il y a une discussion en Assemblée Générale sur, on a 3 échevinats, qui mettre comme équipe en place. Donc c'est sur le bilan, la qualité, la compétence, le message politique qu'on veut envoyer, c'est toutes ces choses-là. Et là, je ne trouve pas de sens. Je dis, moi, j'ai fait la politique d'écolo pendant 12 ans, et même de manière très dure. On me dit au sein du parti que c'est moi qui ai le bilan le plus important. Je le dis en toute modestie, mais on me le dit. Hein. Même des bourgmestres écolos n'ont pas ton bilan, me dit-on. Les adversaires ou les partenaires politiques le disent aussi. Et puis, vous vous faites dégager. Je pense que et c'est ça qui fait mal dans un parti comme Écolo, qui doit être un parti quand même où on réfléchit de manière pas irrationnelle, ou en tout cas trop sensible, de manière rationnelle.
on pouvait construire autre chose comme équipe. Le bilan, les compétences, la manière dont vous vous engagez aussi doivent compter. Alors, ce n'est pas pour faire carrière, puisque chez nous, c'est limité à 3 mandats maximum. Donc, de toute façon, c'était mon dernier, mais c'était le mandat, je veux dire, de la pleine maturité. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Est-ce qu'on veut des résultats ou est-ce qu'on veut être dans le marketing politique d'aujourd'hui auquel tous les partis cèdent, c'est-à-dire des jeunes pour des jeunes, le renouveau qui ne veut, ou le renouvellement, pardon, mais qui ne veut pas dire le renouveau, parce que quand vous êtes quelqu'un qui a amené plein d'idées nouvelles sur Namur, vous dégagez, ce n'est pas non plus voter pour le renouveau quelque part. Le fait aussi d'apprendre, on pouvait apprendre aux jeunes. Aujourd'hui, un jeune, sans passer par la case du conseil communal, peut se retrouver directement échevin. C'est quand même, ça pose question, parce que vous ne le feriez pas à l'école, vous ne le feriez pas dans l'hôpital, vous ne le feriez pas dans l'administration, dans les affaires privées non plus, dans les entreprises. Ce n'est pas à 20 ans qu'on occupe les plus grandes responsabilités. Donc, je veux dire, il n'y a qu'en politique où on se permet ce dégagisme et ce renouvellement un peu facile. Vous n'avez pas vu venir. Voilà. Donc ça, je le regrette. Oui, vous n'avez pas vu venir, donc on l'entend bien. Certains n'ont pas été tendres avec vous sur les réseaux sociaux. On a dit de vous que vous étiez aigri, mauvais perdant. Je ne suis pas aigri, je ne suis pas mauvais perdant. Comme je dis, j'essaie de trouver du sens. Et au fond, quel est le sens si ce n'est qu'est-ce qu'on demande à un politique? Parce que les gens sont très exigeants, moi je l'entends. On ne veut plus des politiques qui font du clientélisme, on veut des politiques qui soient éthiquement irréprochables, pas de langue des bois. On veut des hommes d'État, évidemment au niveau communal on n'appelle pas ça un homme d'État. Enfin, on veut quoi? On veut un idéal, on veut un homme qui ait de l'idéal, qui ait une vision, et puis qui sache concrétiser cette vision. Et là vous avez besoin de travailler avec l'administration et vous avez besoin de travailler aussi avec des partenaires, avec les gens de votre ville en fait. Quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne marche pas, alors là qu'on remplace, ou quand c'est en demi-teinte, moyen qu'on remplace aussi. Mais c'est un petit peu cette différence. Moi je vais retourner à l'école le 7 janvier, je vais retrouver mes élèves avec plaisir, mais je vais dire quoi aux élèves? Vous savez, les compétences ça ne compte pas, vous savez le bilan ça ne compte pas, le travail ça ne compte pas. Si je regarde parfois des attitudes en politique, c'est ça. Évidemment que ce n'est pas vrai. Et donc c'est un petit peu là où j'ai des difficultés de trouver réellement du sens à tout ça. Arnaud Gavrois, on va regarder une image, un logo précisément. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Écolo, d'abord, c'est le parti... moi, j'ai 55 ans. Et à l'âge de 16 ans, je voulais rejoindre le parti écolo. Je l'ai fait à 20 ans, je me souviens, en rencontrant Paul Lannoy à la Maison de l'écologie rue Basse-Marcel. Et voilà. Et l'aventure est partie comme ça. C'est un engagement de toute ma vie. J'ai voulu le faire pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que si... on ne vit pas autrement, on va droit dans le mur et que la planète continuera son histoire, mais l'humanité va se faire dégager, ça c'est très clair. Et on est, à mon avis, proche du dénouement. Est-ce qu'on y arrivera ou pas à inventer un mode de vie durable pour que on puisse continuer à vivre sur cette planète? Et puis une autre manière de faire de la politique. Et dans cette autre manière de faire de la politique, il y avait 2 choses qui me plaisaient. Il y avait la vue globale. L'écologie, c'est on étudie toujours les problèmes de haut, avec une vue globale. Ce n'est pas du NIMBY, ce n'est pas secteur par secteur. Ça, c'est le phénomène pas dans mon jardin. Voilà, pas dans mon jardin, ou juste la préoccupation de l'intérêt individuel. Alors, il faut prendre en compte les intérêts des gens, ou en tout cas les problèmes des gens. Je l'ai fait à de multiples occasions. Mais la somme des intérêts privés ou particuliers, c'est jamais l'intérêt public. Or, il faut construire des politiques qui respectent l'intérêt public, sinon tout se dilite, on le voit bien aujourd'hui. Et alors aussi, ce qui me plaisait à Écolo, c'est qu'on avait une analyse rationnelle et pas émotionnelle. Or aujourd'hui, on est tout le temps dans l'émotionnel pour tout, et ça pose problème, parce qu'on ne fait pas de bonne politique dans l'émotionnel, on le fait en réfléchissant, en ayant une vision à long terme et en prenant compte de tous les éléments. Voilà, c'est ça qui me plaisait dans la vision écolo. Alors, je vais faire un petit peu d'émotionnel. Vous savez, je suis journaliste, je suis dans un média. Je vous ai trouvé un point commun, je plaisante, je vous ai trouvé un point commun avec Joël Milquet. Vous voyez lequel? Je sais pas, allez-y. Sur Namur, vous êtes un peu monsieur non.
En tout cas, c'est comme ça que beaucoup vous ont vu, à raison ou à tort, mais c'est vrai, vous y faisiez allusion à l'instant, parce que j'aimerais bien vraiment qu'on en parle, c'est que vous avez effectivement été amené à dire non à pas mal de projets venant de particuliers ou de promoteurs. Vous assumez ? Ah, j'assume pleinement. Et je vais vous dire qu'il y a 2 jours, j'étais dans un restaurant de Namur, l'Impasse-Temps pour ne pas le citer, avec quelques promoteurs et quelques architectes qui effectivement au début se sont demandé comment ils allaient pouvoir travailler avec un écologiste à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire. Eh bien, ces architectes et ces promoteurs m'invitaient, m'ont fait un joli discours, un beau cadeau, et on a passé une excellente soirée. Donc tout ça pour dire quoi? Quand le non, ce n'est pas le non, c'est pas un but en soi. Si vous dites non, ça veut dire que vous dites oui aussi à autre chose. Il fallait arrêter l'étalement urbain, je l'ai dit. Vous savez, on discute des 20 arbres du square Léopold, mais l'important c'était de protéger les 1000 hectares de terres agricoles à Namur, sur la commune de Namur, qui peuvent encore être urbanisés. Il y a 200 hectares d'espaces verts à haute qualité environnementale qui peuvent aussi être urbanisés. Eh bien, on a arrêté l'urbanisation de ces réserves précieuses, en quelque sorte. Et c'était de dire aux promoteurs, aux architectes, il faut penser la ville autrement. Il faut revenir à une ville beaucoup plus compacte, ce qui ne veut pas dire serrée, mais beaucoup plus, moins étalée, où on puisse effectivement non seulement accueillir tout le monde, mais où les services sont proches, on puisse se passer de la voiture, on arrête de grignoter les paysages, les terres agricoles, et on fait ville. Le phénomène d'exode rural, faire en sorte que les gens reviennent habiter en ville. Ça aussi, parce que les gens ont finalement, si la qualité de vie en ville est bonne, ont plus de facilité de vivre en ville, parce qu'il y a des services, il y a pour les enfants, etc. Il y a aussi plus de relations qui peuvent se nouer dans des quartiers que d'être isolé dans sa 4 façades, dans un lotissement à l'américaine des années 60. Donc il y avait vraiment un enjeu de société. C'est ce qu'il fallait faire. Et ça permet également, on peut le développer par la suite, mais d'avoir, je dirais, des relations sociales aussi plus fortes, de la cohésion sociale. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter le capitalisme fou qui détruit tout et la planète, mais il faut aussi que tout le monde soit embarqué dans cette transition écologique. Donc ça, au moins, moi, je l'ai fait aussi. J'ai peut-être arrêté l'étalement urbain, mais je me suis concentré sur des quartiers comme Baumel, Saint-Servais, pour faire du travail structurel de fond, du travail social de fond. Et voilà, donc ces promoteurs ont compris. Le milieu a compris. Une société comme Thomas Épiron, qui faisait que des 4 façades avant, aujourd'hui, elle fait des nouveaux quartiers dans la ville, dans le périmètre d'agglomération, mais elle rénove aussi des friches industrielles. Thomas Épiron va faire un nouveau quartier entre la cité sociale de Floréal et de Germinal à Saint-Servais. Est-ce que vous imaginez qu'en quelques années, on a amener ces sociétés vers tout à fait autre chose, vers une transition vraiment sociale et écologique. Ça, c'est une fierté d'avoir pouvoir le faire. Donc, oui, vous devez pouvoir dire non. Et alors, je me souviens d'un promoteur, pour ne pas le citer non plus, c'était M. Yoflev, qui était scandalisé qu'un élu utilise son pouvoir en urbanisme, en aménagement du territoire. Mais nous sommes élus, justement, et vous vous souvenez de l'élection de 2006, il y avait notamment cette question de ce tapis rouge, parfois, et de ce jeu de Monopoly qu'il fallait arrêter, et puis il y avait déjà des questions écologiques aussi. Donc, vous êtes élu, vous appliquez la politique pour laquelle on vous a élu, vous prenez le pouvoir, mais ce n'est pas un pouvoir dictatorial, c'est un pouvoir qui est donné par les gens, et on vous le reproche dans les milieux, je dirais, entrepreneurial ou privés. Ça n'a évidemment pas beaucoup de sens. Mais ma fierté, c'est d'avoir réussi, je pense, pour la majorité de ce monde de l'immobilier, d'avoir convaincu qu'on pouvait travailler autrement, et maintenant, ça se fait sur Namur. On est déjà à fond dans le sujet. Je vous propose une autre image. Namur. Vue du ciel. Vue du ciel. Je voulais vous demander tout d'abord qu'est-ce que vous... On est un peu à l'heure des bilans. Quel est le projet, quelle est la réalisation qui est pour vous la plus marquante, dont vous êtes le plus fier, je dirais ? Mais avant peut-être de répondre à cette question-là, je voudrais commenter l'image. C'est effectivement, j'ai réalisé les semaines de l'aménagement durable dans la première législature, et on avait fait des expositions sur la place d'Armes, beaucoup de Namurois s'en souviennent, où on avait montré Namur vue du ciel. On avait fait un vol avec un hélicoptère de l'armée pour montrer que l'aménagement du territoire, il fallait être pédagogique. C'est très difficile les notions d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et donc il fallait faire de la pédagogie pour que l'ensemble des habitants de Namur comprennent. Et donc ici c'est quoi ? On a un centre-ville par exemple, on ne voit plus les remparts, mais vous les devinez puisqu'il y a tout le chemin de fer qui s'est mis sur les remparts, et on a
un petit centre, c'est ça Namur. Tout est concentré là-dedans. Et c'est ce qui fait qu'on se sent namurois, parce qu'on vient tous au centre pour les démarches administratives, pour le marché, pour le commerce, pour aller au théâtre, pour fêter Namur en mai, les fêtes de Wallonie. Et donc, c'est notre chez nous. Et c'est ce qui fait l'identité namuroise. C'est pas une ville multipolaire qui se disperse. Et donc, on est quand même 111 000 habitants, mais on se connaît tous parce qu'on se rencontre tous. Donc, il faut garder cette qualité de ville, cette centralité. Et il faut peut-être aussi essayer que les quartiers tout autour soient des quartiers où on aime revenir habiter, parce qu'il y a de la qualité. C'est tout le sens de ce qu'on a fait notamment à Baumel et à Saint-Servais. On va en reparler. Voilà. Et donc la pédagogie est importante. Si vous ne faites pas de pédagogie, si vous n'expliquez pas votre politique, alors vous n'êtes pas suivi. Et quand vous me parlez du non, je voudrais dire ça aussi. Comment voulez-vous arrêter la pensée unique ou arrêter le mauvais développement et tous les intérêts qu'il y a derrière, s'il n'y a pas à un moment donné une certaine forme de charisme et de leadership avec quelques hommes, ça peut être un bourgmestre, ça peut être quelques échevins, mais toutes les villes en transition aux États-Unis, au Canada, en France, ont des leaders positifs donc pas des leaders à la Trump, évidemment, détachés de tout et qui disent n'importe quoi, des gens qui ont une mission tirée de l'électeur et puis qui appliquent leur politique et qui l'expliquent et qui essayent d'attirer dans ce projet de ville d'autres partenaires et pour faire ville ensemble. Eh bien, ça, c'est vraiment c'est une image qui me parle, parce qu'il y a quelque chose à sauver, qui est précieux, qui est unique. Derrière les bâtiments, il y a des gens, il y a des rencontres, des habitants, et puis il y a aussi cette fameuse semaine de l'aménagement durable que j'ai arrêtée, et j'ai fait le pavillon de l'aménagement urbain pour qu'il y ait un outil à la ville permanent, qui explique aux gens les enjeux de la ville, les enjeux de la commune et les projets qu'on était en train de faire. Et puis aussi qui permettent aux gens de participer à ça. Voilà. Je reviens un instant sur... Non, mais vous êtes un passionné, mais donc c'est bien que ça se voit aussi. Mais je reviens un instant sur le nom. J'ai escamoté une question qui me paraît importante. Est-ce que finalement, vous diriez que pour gouverner, il faut pouvoir être impopulaire? Alors, en tout cas... ça, c'est la grande question. Et c'est vrai que finalement, faire 1466 voix de préférence, bon, à la dernière place, j'aurais aimé être à la première, et on m'avait promis aussi de participer au débat, je n'ai pas été, il n'y a rien à faire, la tête de liste, c'est une visibilité, surtout quand vous faites des projets que vous ne faites pas du boudin à compote et aller le week-end dans tout ce qui est organisé au niveau associatif. Oui, mais le problème, c'est que, de nouveau... Mais le système fonctionne comme ça pour l'instant. Le système fonctionne comme ça, mais de nouveau, si vous voulez vraiment amener une politique nouvelle, amener plein de choses, la créativité, et je peux dire toutes les premières wallonnes ou belges qu'on a fait sur Namur, elles sont nombreuses. Vous n'avez pas le temps, de faire trop de boudin à compote, et surtout le week-end, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de faire votre jardin, vous avez besoin de voir vos enfants, vous avez besoin d'aller faire une promenade à Deps, vous avez besoin de lire. Je veux dire, si vous êtes tout le temps dans la politique la semaine, et que le week-end vous êtes encore dans tous ces trucs, mais vous vous asséchez, vous devenez... La campagne, en tout cas, vous pouviez... oui, mais la campagne, c'est 3 mois, la campagne. Ouais, okay. Je veux dire, voilà. Puis aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. J'ai fait une campagne aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, parce qu'il fallait expliquer ce qui avait été fait. Mais donc, est-ce que vous diriez que gouverner, c'est forcément accepter de pouvoir être impopulaire? Ça dépend des matières, évidemment, que l'on fait. Bien sûr, et c'est là où on peut vous le reprocher. C'est-à-dire que, moi, par exemple, dans un projet immobilier, j'étais très dur ou très exigeant, on va dire, très exigeant avec les promoteurs, vraiment, et avec les services communaux, il y a des services communaux remarquables à Namur, on a vraiment travaillé des projets, et j'étais fier du résultat qu'on avait abouti, sur lequel on avait abouti. Et puis, on les présente en enquête publique. La première enquête publique se passe toujours mal, parce que les gens n'aiment pas le changement, comme disait De Gaulle, il n'y a que les bébés qui aiment le changement, et donc, forcément, voilà. Mais je n'allais pas me dégonfler, ayant négocié dur avec les promoteurs, je n'allais pas me dégonfler devant la moitié de la salle qui était contre, tout simplement pour espérer des voix. Je crois qu'il faut être honnête. Vous avez une politique, vous avez une vision de ville, vous négociez des choses avec les promoteurs, mais ça peut être avec d'autres groupes dans le cadre d'autres politiques. Eh bien, devant la population, il faut que vous ayez l'honnêteté de dire « Mais non, madame, c'est un bon projet. Voilà pourquoi. » Et vous qui êtes une habitante du futur projet, vous allez aussi bénéficier du parc, par exemple, qu'il y a à côté de chez vous. Je vais vous raconter une anecdote. Dans le projet immobilier de Belgrade, près de la rue Nélis, on présente aux gens, il y a de la réticence, et on voulait faire un parc
hein, un parc public, et notamment un parc qui peut se promener aussi en potager collectif. En dessous de la ligne, il y a une ligne à haute tension, autant faire le parc là plutôt que mettre des chambres à coucher et des maisons. Et je voyais de la réticence chez 6-7 riverains qui étaient directement les riverains du futur parc. On les isole du futur parc avec 10 mètres de plantation, un grillage, etc. Donc, et ils ont des jardins de 30, 40, 50 mètres, donc ils ne sont vraiment pas gênés par le parc. Mais enfin, je sentais une appréhension, une peur. Et donc je les convoque à une réunion avec le promoteur à Belgrade, à la salle Libia Bouquet, là, à la place Libia Bouquet. Et j'ai un jeune, une trentaine d'années, qui arrive, j'attends les gens, et qui me dit je viens pour la réunion, ben, bienvenue. Hier, j'ai été au Caméo voir le film Demain. Extraordinaire, me dit-il. Ah bah oui, moi je l'ai vu il y a quelques jours, c'est vrai que c'est chouette, etc. Et à la réunion, c'était le plus opposé à la création du parc dans le nouveau quartier. Et il me dit, mais pourquoi faut-il un parc à côté de chez moi alors qu'on a tous des jardins? Je lui dis, monsieur, il y a des gens qui n'auront pas de jardin dans les quelques appartements qui vont être construits. Et puis surtout, un parc, c'est un lieu où on se rencontre, où justement on peut se parler, on peut se connaître entre voisins, l'intergénérationnel, etc. Et pourquoi pas faire un potager collectif? Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il voit le film Demain, il est tout à fait pour le film, mais quand on lui fait Demain, juste à côté de chez lui, alors on n'aime pas le changement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait abandonner la belle idée de faire un parc dans ce nouveau quartier, alors que tout ce quartier, toute cette partie de Belgrade n'a pas de parc. Ben non, il faut tenir, malgré un petit peu l'opposition. Et des années après, lorsque les choses se réalisent, ben à ce moment-là, les riverains reviennent en arrière. Mais le problème, c'est qu'on ne laisse plus le temps aux politiques d'aller jusqu'au bout de leur mandat, et surtout ceux qui ont une vision à long terme. Je reviens avec ma question. Le temps avance, donc il faut penser succinctement. Votre réalisation dont vous êtes le plus satisfait durant ces 2 mandats? Écoutez, il y a la citadelle, forcément, avec tout ce qu'on y a fait, on a sauvé la citadelle, mais il y a Baumel-Saint-Servais, il y a les abattoirs de Baumel, là où on a créé véritablement un centre culturel où des jeunes, aujourd'hui, de Baumel et de Saint-Servais rencontrent des jeunes de Wépion, d'Erpan. C'est un ascenseur social, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça a donné fierté aussi à tous ses habitants. Il y a la maquette 3D virtuelle de Namur avec l'opération Rénov' Énergie qui va permettre à tout le monde de passer à la transition énergétique et réellement à Namur, si on va jusqu'au bout de la logique, de remplir ses engagements de Kyoto, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on m'a demandé à Montréal, à Séoul et à Bruxelles. On a demandé toute l'idée pour pouvoir l'appliquer là. Il y a quantité de choses, mais je pense que ce que j'ai pu faire, c'est que tous les projets que j'ai faits, je peux dire que je les ai faits en respectant mon idéal. Ok. Une réaction rapide, s'il vous plaît, par rapport à ceci? Le téléphérique, ce n'est pas votre ami. Pourtant, il est censé quand même faciliter l'accès à la citadelle qui vous est chère. Alors, il faut parler vrai. Je ne suis pas favorable au téléphérique. Je pense que tout le monde le sait. Maintenant, le bourgmestre qui avait gagné les élections haut la main en 2012 et qui avait mis ça dans son programme avait tout à fait l'opportunité et la légitimité d'avancer dans ce projet. Il a avancé, on en est maintenant bientôt au dépôt de demande de permis. Il y aura une enquête publique, donc que les Namurois qui sont contre ou en tout cas posent des questions se manifestent dans l'enquête publique, et puis il y a un fonctionnaire délégué qui est là pour donner le permis. Moi, ce que je pense, c'est que j'ai peur que le téléphérique, en traversant le domaine fortifié, en survolant le domaine fortifié, fasse perdre un peu l'authenticité. Aujourd'hui, quand on se balade à la citadelle, on est au 19e siècle. Demain, on sera peut-être à Walibi avec un téléphérique au-dessus. Et je me demande, une organisation comme les médiévales, avec des reconstitueurs, avec les cabines au-dessus. Il y a quelque chose qui m'embête là-dedans. Voilà. Mais démocratiquement, je le redis, ce projet avait tout à fait sa légitimité. Il nous reste 2 minutes. Je voulais vous demander de réagir à ces images-ci après leur diffusion. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. La prestation de votre remplaçante, Charlotte Mouget, en 2 mots, qu'auriez-vous envie de lui dire? Je lui ai dit, puisqu'on s'est vu 1 heure dans mon ancien bureau et dans son nouveau bureau, bonne chance.
évidemment. Il y a tellement de choses à faire ici. De toute façon, c'est la règle démocratique. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous savez, Namur doit être autonome. La première des choses, c'est réaliser l'autonomie de Namur. L'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire. C'est clair qu'avec les bruits de guerre qui s'annoncent au cours du XXIe siècle, avec la raréfaction des ressources et le problème du réchauffement climatique, si les territoires locaux ne sont pas autonomes, alimentairement et énergétiquement, ça va poser des problèmes très graves. Ce qui veut dire aussi qu'on doit faire attention à nos ressources et donc produire plus en fonction de nos ressources, produire localement, y compris en réutilisant les déchets, ça c'est l'économie circulaire, et en s'inventant aussi des nouvelles manières de financer nos projets. Il y a des communes qui trouvent de l'eau, qui mettent de l'eau en bouteille et qui se financent comme ça. Je pense que ça aussi, l'autonomie financière, elle va être importante. Et alors, un avis durabilité sur toutes les décisions du collège. Il y a des villes et des communes qui le font en Europe. Je pense en Suède, je pense à Genève, aussi en Suisse. Il faut que les écologistes soient forts pour exiger ça. Donc je lui souhaite bonne chance et on sera derrière au conseil communal, évidemment. Vous avez déclaré, très rapidement, vous avez déclaré que vous alliez vous accorder 1 an de silence politique, mais vous êtes conseiller communal par ailleurs. Qu'est-ce que ça signifie ? Mais je ne serai pas silencieux dans mon groupe, je ne serai pas silencieux en commission. On vous entend ce soir, mal pas. Oui, mais ça, l'invitation avait été faite il y a déjà quelques temps. Je pense qu'il faut prendre un peu de recul et qu'il faut que la majorité qui a fait sa déclaration de politique communale, maintenant, concrétise. Donc nous verrons à un moment donné quelle sera la concrétisation. Vous n'allez pas être dans le coma durant les séances du conseil communal. Non, je serai très attentif, rassurez-vous. Et puis, je n'ai pas dit de quel calendrier c'était. Maintenant que je retourne à l'école, c'est bien sûr en année scolaire qu'on compte et en heure de 50 minutes. En effet, vous allez reprendre votre métier d'enseignant, professeur d'histoire au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? D'abord, je pense de retrouver ce plaisir que j'avais avec les élèves, parce que si on ne donne pas du plaisir en classe, la sauce ne prend pas, et je pense qu'on embête ces élèves et qu'on doit vraiment être dans une relation professeur-élève où on a 2 heures ou 4 heures à se voir par semaine, et ça doit être un bonheur de se voir et de faire du bon boulot, surtout pour le cours d'histoire qui est plus que nécessaire que jamais pour expliquer où on en est aujourd'hui, pour mieux choisir ce qu'on sera demain. Il y a du boulot en effet. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation aussi. Quant à nous, on se quitte ici. Je vous dis à bientôt.